Le schéma de Jacobson. C'est à Roman Jacobson, linguiste américain, que l'on doit, outre la division des 6 fonctions du langage dans l'expression et la communication, le schéma de la communication. Nous allons nous attacher à définir les différents pôles de ce schéma. Tout au long des chapitres plus techniques de cet ouvrage, nous aurons fréquemment l'occasion de revenir sur ces définitions. 1. L'émetteur. Il cible le public récepteur, étudie son profil social, professionnel, psychologique, sociologique, ses goûts, ses besoins, ses envies, ses fantasmes. Il conçoit le message, il choisit un support et un canal de transmission, il adresse le message, il constate et évalue le feedback. L'émetteur peut être un individu ou un groupe. 2. Le récepteur. Il perçoit, reçoit, comprend le message. Il réagit, achète le produit, vote, attache sa ceinture ou décide de ne rien faire. 3. Le message. Tactile, olfactif, sonore, visuel. Le message, en communication, procède toujours d'un acte volontaire de la part de l'émetteur. Il peut être perçu ou non par le récepteur. 4. Le canal. Le message emprunte un canal de transmission, voix, onde sonore, oreille, ou bien excitation lumineuse, perception rétinienne, onde radio, onde hertzienne, etc. 5. Le support. Il s'agit là du support physique de transmission, l'air, le courant électrique, mais aussi le papier du journal ou de l'affiche, la bande magnétique de l'enregistrement sonore ou vidéo, le disque, etc. 6. Les codes. Ce sont tous les systèmes de signes et leurs règles de combinaison qui ont été appris par l'émetteur d'une part et le récepteur d'autre part. Les codes peuvent être communs, seulement se recouper en partie ou bien n'avoir rien de commun. L'émetteur procède à l'encodage du message, le récepteur à son décodage. 7. Le feedback. C'est l'effet engendré par la communication du message, réponse, vote, achat du produit, fuite, etc. Dans le cas d'une intercommunication, dialogue, conversation, les participants sont tour à tour émetteurs et récepteurs. Le discours se module constamment en fonction des feedbacks successifs. Il appartient au destinateur, émetteur, de s'assurer que le feedback se produit d'une part et se produit conformément aux objectifs de la communication d'autre part. C'est ce contrôle qu'on appelle l'évaluation. 8. L'évaluation du feedback. L'évaluation doit avoir un caractère quasi scientifique. Elle n'a de valeur que si l'outil d'évaluation est lui-même performant, c'est-à-dire s'il tient compte de tous les paramètres liés aux objectifs de la communication, aux techniques mises en œuvre pour la faire parvenir à des destinations. Code et encodage pour l'émetteur, code et décodage pour les récepteurs, présence de bruit dans la communication, et problèmes liés à l'outil lui-même qui peut être en partie ou totalement inadapté à la situation d'analyse. Par exemple, si l'on constate qu'à une communication donnée se produit un feedback non conforme aux attentes du destinataire, on peut formuler plusieurs hypothèses qui reprennent chronologiquement le schéma de Jacobson. L'émetteur a mal encodé son message, les codes employés ne sont pas ou sont mal compris par le récepteur. Le support et le canal sont peu ou mal adaptés à la situation de communication, voix désagréable, son trop faible, etc. Le récepteur n'est pas disponible, fatigué, distrait, non motivé. Il s'est produit des bruits au cours de la communication, bruits réels mais aussi sons de mauvaise qualité, images brouillées, interférences diverses, etc. L'outil d'évaluation n'était pas capable de mesurer le phénomène de communication, mal conçu, mal présenté ou encore conçu en fonction d'objectifs imprécis, enfin conçu dans le but de donner une réponse choisie a priori. 9. Les bruits. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'un avion passe très bas au-dessus de nos têtes, la communication est perturbée. Il s'est produit un bruit gênant. Dans cet exemple, un bruit réel. En communication, on appelle bruit tout phénomène interne ou externe perturbant la réception et la compréhension du message. Les bruits peuvent se produire à tous les pôles de la communication, depuis l'émetteur au niveau de l'encodage jusqu'au récepteur au niveau du décodage, en passant par le canal et le support au niveau du choix de ces éléments. Il est possible que les bruits soient perçus par l'émetteur au moment de l'émission et puissent donc être éliminés, mais il est fréquent qu'ils ne le soient pas. Dans ce cas, seule l'évaluation du feedback permet d'en déceler la présence. 10. Le médium, les médias.
Le médium constitue tout ce qui, entre l'émetteur et le récepteur, véhicule le message. Il contient également la stratégie d'émission, ses objectifs et, le plus souvent, la plupart des éléments de recherche du feedback. McLuhan distingue les médias chauds et les médias froids. Cette allusion à la température du message ne concerne pas le contenu de l'information proprement dite, mais sa définition, au sens photographique du terme. Pierre Guéraud, La sémiologie, que sais-je, numéro 1421. Reprenant la théorie de Mark Luhan, définit ainsi les concepts de chaud et froid. Pour un message donné, plus le nombre d'éléments d'information est grand, plus la substance informante est dense, plus le message est chaud et inversement. Un portrait est chaud et une caricature froide. Une photo et un film cinématographique sont chauds et une image télévisée froide dans la mesure où le nombre de points composant l'image est faible. Le menuet ou la valse sont chauds dans la mesure où les figures y sont données par le code, alors que le twist est froid. La parole est plus froide que l'écriture, et l'écriture idéographique plus froide que l'écriture alphabétique.